Voilà, 11h01. Donc, bienvenue tout le monde. Nous allons débuter ce webinaire ensemble. Nous allons parler ce matin du baromètre de la transition des entreprises. C'est le partage des résultats 2022, un tout nouveau baromètre. Donc, je suis Anne-Josée Lacaire, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. À mes côtés, Sylvain Gauthier de Léger. Donc, bienvenue Sylvain, je t'invite à te présenter. Oui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir que vous soyez là. Alors, Sylvain Gauthier, je suis vice-président affaires publiques et communication pour la firme Léger. D'abord, un petit mot, bien évidemment, je le disais un peu partout sur toutes sortes de sujets, pas juste la politique. Alors, donc, en résumé, Léger, c'est la plus grande firme de sondage de recherche et analytique à propriété canadienne. Nous avons les bureaux à travers le Canada, d'est en ouest, comme vous pouvez voir en bas de l'écran. On a même deux bureaux aux États-Unis, dans la région de Philadelphie et de New York. Et ça, on est quand même 600 employés, 200 professionnels à travers tout ça. Donc, on est aussi reconnu comme la firme la plus précise aussi au Canada. C'est même documenté dans plusieurs répertoires. Alors, Anne-Josée, on peut peut-être passer à la suivante. Oui, merci beaucoup, Sylvain. C'est vraiment un plaisir que tu sois à nos côtés. Puis vraiment un plaisir d'avoir travaillé avec l'équipe de Léger pour le baromètre. Donc, de notre côté, chez Québec Net Positif, nous sommes une organisation à but non lucratif. Notre raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Et notre mission est de mobiliser, sensibiliser, outiller les entreprises. C'est dans ce contexte-là que nous avons réalisé le baromètre. Et je vais prendre quelques minutes avant qu'on débute la présentation des résultats pour remercier de tout cœur nos partenaires qui ont permis de rendre le baromètre, de réaliser le baromètre, donc Hydro-Québec et Investissement Québec, ainsi que nos collaborateurs Desjardins, la BDC et les collaborateurs experts qui nous ont appuyés également de FuturSim et de Cible Experts. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, la présentation va se dérouler en 4 temps. On va parler de l'origine du baromètre, on va parler de la méthodologie et des répondances, et à ce moment-là que Sylvain va venir nous appuyer. Sylvain va également présenter l'indicateur des mesures d'action GES, ainsi que certains faits saillants. Je vais compléter la présentation des faits saillants, puis ensuite, je vais parler rapidement des prochaines étapes. On a également prévu un moment pour répondre à vos questions et réponses à la toute fin, mais n'hésitez pas de les envoyer au fur et à mesure. Donc, à nos côtés, il y a Rachel de Québec Net Positif. Si vous avez un problème technique ou vous souhaitez envoyer vos questions à l'avance, Rachel est là également pour vous soutenir. Donc, débutons tout de suite avec la partie 1, l'origine du baromètre de la transition des entreprises. D'où vient ce projet? Comment on a eu l'idée? Donc, tout d'abord, ce qu'il faut se rappeler, ce sont tous les risques associés au changement climatique. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. On voit que dans les 10 prochaines années, 5 des principaux risques tels que mentionnés par le Forum économique mondial portent sur l'action climatique, mais également l'inaction climatique, qui est un très grand risque pour les économies mondiales. Et ce risque-là commence même à être documenté. Donc, on a vu des études récemment de Deloitte qui estiment le coût de l'inaction climatique à elle seule à 178 000 milliards de dollars. Donc, autant les risques climatiques que le coût de l'inaction, c'est quelque chose qui nous préoccupe et pour lequel on souhaite que les entreprises québécoises soient prémunies. Ensuite, il y a également les occasions d'affaires de la transition. Donc, il y a le volet des risques qui nous préoccupe, pour lequel on aimerait comprendre l'action climatique dans les entreprises du Québec, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'occasions d'affaires de la transition et en ce moment, énormément de mouvements sur les marchés de capitaux vers les entreprises qui intègrent les enjeux climatiques dans leur stratégie d'affaires. Tout ça, l'investissement responsable, génère également beaucoup de pression sur les entreprises pour plus de transparence, puis pour qu'elles accroissent leur reddition de comptes. Donc, on voyait la pression pour la reddition de comptes tourner vers les grandes capitalisations boursières, mais à l'heure actuelle, on voit qu'il y a de plus en plus de pression pour que l'ensemble des entreprises fassent connaître leur empreinte sur le climat ou encore les risques que le climat ont envers eux. Au mois de décembre l'année dernière, on a même vu le CDP, qui est le Carbon Disclosure Project, l'entité qui rassemble toutes les informations sur le climat pour les entreprises, qui a sorti un nouveau cadre de référence spécifique aux PME.
Donc, on commence à voir là, de plus en plus l'attention, même au niveau international, pour que les PME fassent connaître l'incidence de leur entreprise sur l'environnement. Et on a beaucoup de PME ici au Québec. Donc, nous, on se demande, mais est-ce qu'elles sont prêtes à répondre à de telles attentes? Puis, qu'est-ce qui se passe du côté des entreprises québécoises? Donc, on a la chance d'avoir, année après année, depuis 2011, des grandes enquêtes de l'Institut de la statistique du Québec qui nous permettent de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans les entreprises québécoises. On a entouré ici l'action climatique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les entreprises du Québec, quand on parle de développement durable, c'est surtout les actions sociales qui retiennent principalement l'attention. Donc, on sait déjà qu'au Québec, sur les actions sociales, on est très fort et que les actions climatiques sont significativement moins souvent mises en œuvre que les actions sociales. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un très grand écart entre la réduction des gaz à effet de serre chez les grandes entreprises et les petites. On sait ça de l'Institut de la statistique. Par contre, il nous manque beaucoup d'informations pour comprendre qu'est-ce qui est mis en œuvre dans les entreprises selon leur taille, selon leur secteur d'activité, selon leur région géographique. Donc, on a un petit peu d'informations disponibles, mais pas beaucoup. Ensuite, nous, on est allé se faire former sur la méthodologie ACT qui s'appelle Assessing Low Carbon Transition, qui est mise en œuvre par l'ADEME. C'est une origine en France, c'est présentement mise en œuvre dans plusieurs pays dans le monde. Et ça nous a permis de connaître 9 aspects essentiels de la transition bas carbone pour les entreprises. Je ne vais pas entrer dans le détail de la méthodologie ACT ici aujourd'hui, mais ça nous a permis de mieux comprendre de quelles données on doit être à l'affût pour savoir si une entreprise se place ou non sur une trajectoire de transition plausible. Alors, on s'est mis à analyser d'un peu plus loin les données déjà disponibles. Et ce qu'on a découvert qui était vraiment intéressant, ce sont les freins à la transition des entreprises du Québec, très bien documentés depuis 2011, année après année. Et ce qu'on voit, c'est que les freins à la transition demeurent les mêmes depuis plus d'une décennie. Mais encore là, on connaît très bien les freins, mais on ne connaît pas les actions climatiques mises en œuvre à travers ça. Donc, finalement, dernier point qui nous a mené à créer le baromètre, on s'est retourné vers la cartographie de l'économie sur bas carbone qu'on a créée en 2020 et qu'on met à jour annuellement depuis. Donc, pour ceux qui sont moins familiers, la cartographie, au haut de la cartographie, ce sont les secteurs porteurs qui sont des secteurs qui sont appelés à croître dans une économie bas carbone. On commence à voir des indices de transition un peu partout dans l'économie québécoise. Je sais que ça, c'est beaucoup trop petit pour le PowerPoint, là, mais vous pouvez trouver la cartographie sur notre site web dans la section ressources. Au bas de la cartographie, nous avons identifié tous les secteurs qui jouent un rôle de levier à la transition. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de sources de pression qui peuvent actuellement influencer les entreprises pour qu'elles passent à l'action. Entre autres, avec notre plus récente mise à jour, nous avons également identifié tous les indicateurs de mesure québécois qui existent et qui nous permettent de tenter de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la transition. Donc, on a regardé le baromètre de la consommation responsable, le baromètre de l'action climatique citoyenne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a collaboré avec Futur 5 dans le cadre de notre propre baromètre. Le baromètre de l'achat responsable, qui est une des composantes de la transition, le baromètre d'innovation du Québec, dans lequel maintenant il y a une composante climat, les indicateurs de mieux-être du Québec, qui sont des indicateurs qui visent à remplacer la primauté du produit intérieur brut comme mesure de performance de l'économie, et également l'indice de circularité qui a été calculé avec l'équipe de Recycle Québec. On croyait qu'à regarder tous ces éléments-là, on serait en mesure de bien comprendre où sont les entreprises du Québec dans leurs actions climatiques. Malheureusement, en fonction de la méthodologie ACT et de tout ce qu'on connaît aujourd'hui pour savoir si une entreprise se place sur une trajectoire de transition, il manquait vraiment beaucoup d'informations. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de créer le baromètre de la transition des entreprises, puis qu'on s'est tourné vers léger parce qu'on souhaitait avoir une mesure qui était vraiment rigoureuse puis représentative de l'ensemble des entreprises du Québec. Donc, voici d'où vient l'idée de créer le baromètre. Ça vous donne une bonne idée du contexte. Je pourrais répondre à vos questions s'il y a des questions sur ce volet-là. Et ça met la table maintenant, pour moi, à passer la parole à Sylvain, qui, eux, nous ont aidés au niveau méthodologique. Donc, Sylvain?
Oui, alors merci Anne-Josée. Alors oui, on a mis un projet de recherche d'études de grande envergure. Donc, en résumé, au niveau de l'approche métaux, là, c'est un sondage en ligne. Bien entendu, on a tiré un échantillon représentatif des dirigeants d'entreprises au Québec. Bon, la taille de l'échantillon est de 500 répondants, plus de 500 répondants. On représente dans cet échantillon-là l'ensemble des secteurs d'activité, sauf les administrations publiques, là, les ministères, les gouvernements, ces choses-là. On a laissé tomber ce volet d'entreprise. Et puis, bien entendu, l'échantillon de 500 répondants, il faut considérer ça comme un échantillon robuste. Il nous a permis, nous, au cours de l'analyse, et le rapport qu'on a déposé à Québec Net Positif, là, un rapport de 200 pages, d'avoir toutes sortes de variations, de nuances, de comparaison des résultats selon plein de sous-profils d'entreprises là-dessus. Donc, ça nous permettait quand même de chercher beaucoup d'informations nuancées. Le rapport comporte 200 pages, là, et je remercie au passage mes collègues Guillaume Gingras et Hugo Fluet, qui sont les maîtres d'œuvre de ce rapport d'analyse-là, très sophistiqué. Alors, merci à vous deux, les gars. OK. Donc, le sondage a été fait du 22 septembre au 11 octobre, donc cet automne. Et puis, bien entendu, dans tout sondage, pour prévenir toute distorsion d'échantillonnage, nous avons pondéré les résultats de notre échantillon en fonction du nombre d'employés, la région, le secteur d'activité, tout ça pour que l'échantillon de nos 500 répondants là, colle bien à la population des entreprises au Québec. Puis ceux qui sont friands de statistiques, la marge d'erreur est de 4,4 au seuil de confiance de 95 Donc, en résumé, si on prend un peu le profil des entreprises là, pour donner une petite idée là, de notre échantillon. Donc, nous avions quand même 53 de l'échantillon qui comportait moins de 10 employés. On a près de la moitié qui en comportait entre 10 et 249, qu'on peut qualifier de PME, et la grande entreprise pour 2 de l'échantillon et de la population en même temps. Au niveau des secteurs, bien, certains des services primaires, secondaires, l'industrie à 19 commerce à 17 Donc, on voit très bien ici que nous avons une belle variété d'entreprises là, selon les secteurs d'activité. Ensuite, évidemment, dans le profil des répondants, le rapport là, fait état d'innombrables variables, au total de 109. On a aussi tout ce qui est la région, le chiffre d'affaires, le nombre d'années en activité, le type de marché, qu'on soit exportateur ou non, exactement ou pas, les postes occupés, des groupes d'âge, la présence d'un conseil d'administration ou non. Donc, la position aussi de l'entreprise au sein de la chaîne de valeur, etc. Donc, de multiples d'informations qu'on a qui nous a permis, dans le fond, de nuancer les résultats selon ces variables-là. Donc, au total de 109. L'autre partie, c'est que, bon, évidemment, dans le sondage rapporte quelque chose d'intéressant. Donc, en rapport avec l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons demandé, dans le fond, aux entreprises où est-ce qu'ils en étaient. Donc, on a 13 des entreprises, dans le fond, font un effort d'inventaire de GES. 5 qui disent oui pour un seul inventaire à ce jour, 4 plusieurs inventaires réalisés à ce jour, et sinon, quelques analyses de cycle de vie là, pour un produit ou évaluer les GES, 4 Bon, donc on a 13 des entreprises là, qui ont bien amorcé ces trucs-là. Si on peut retourner à rester à la même diapo, Anne-Josée. OK. Puis ensuite, évidemment, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 56 des entreprises qui ont ont fait aucune mesure de GES réalisée à ce jour. OK, Anne-Josée, on peut passer à l'autre. Donc, nous avons concocté un indicateur d'action de mesure GES avec les variables qu'on disposait en collaboration aussi avec Québec Net Positif, là, qui sont quand même les maîtres du savoir là-dedans. Donc, on a retenu quelques variables là, pour bâtir une espèce d'indicateur pour bien connaître où les entreprises sont rendues dans leur transition. Donc, on a l'inventaire d'émissions de GES, le bilan carbone. Donc, on a eu des variables qu'on a retenues. Est-ce qu'on est en réflexion pour réaliser un inventaire des GES? Est-ce qu'on a réalisé au moins un inventaire? Et aussi, on a pu identifier la proportion d'entreprises qui réalisaient des inventaires complètes, directs et indirects, là, donc qui inclut les scopes 1, 2 et 3.
Comme deuxième volet de l'indicateur, il y a l'engagement. Donc, est-ce que les entreprises prévoient établir des cibles de réduction d'ici les 12 prochains mois? Est-ce qu'on a pris connaissance, a pris des engagements, c'est-à-dire formels, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Et est-ce qu'aussi on a établi des cibles de réduction ambitieuses et fondées sur la science? Donc, ce sont les 6 variables qu'on a retenues et le résultat de tout ça, OK, nous amène à ceci. Donc, on considère, avec les critères qu'on a retenus, là, il y a 5 des entreprises qu'on peut considérer être en avance là, au niveau de la mesure des GES, OK, et de l'établissement de cibles de réduction. Ça peut vous sembler pas beaucoup, là, mais c'est quand même ça. C'est 5 qui sont considérés en avance. Le 32 qu'on peut les classer comme étant en cours au niveau de la mesure des GES. Et puis, malheureusement, 63 des entreprises ne font aucun geste, aucune action par rapport aux critères qu'on a vus précédemment. Donc, ça donne un petit peu le topo, là, qu'est-ce qui arrive. Et qui sont ces entreprises? C'est qui sont en avance, celles qui sont en cours et celles qui sont au neutre carrément. Donc, voici, dans le fond, un petit portrait robot. Hein, voyons ça comme ça. Un portrait robot des entreprises qui sont en avance. Particulièrement, typiquement, ce sont les entreprises qui sont en amont de leur chaîne de valeur. OK? En particulier, les entreprises qui sont dans le secteur de la fabrication, pas toutes, là, hein, c'est pas mutuellement exclusif, là, mais en particulier, le secteur de la fabrication sont dans le groupe des entreprises avancées. Les entreprises de plus grande taille, le 150 employés plus, exportatrices, qui sont particulièrement dotées d'un CA, d'un conseil d'administration. Aussi, ces entreprises-là comptent sur l'expertise environnementale, qu'elle soit interne ou externe, ou les deux. Et ces entreprises-là déclarent qu'ils subissent subissent de fortes pressions pour réduire leurs émissions de GES. Dans la catégorie en cours, qui comporte 32 des entreprises, donc presque le tiers, là, bon, écoutez, là, on est des entreprises qui sont soit en amont ou un peu en aval là, dans leur chaîne de valeur. Dans le secteur des services en particulier, là, au niveau des secteurs d'activité. Les entreprises de taille moyenne, donc de PME, dans 10 et 249 employés, certaines dotées d'un CA, encore une fois, les entreprises qui sont en cours là, de transition là, comptent aussi sur l'expertise environnementale interne et externe de leur entreprise. Ils considèrent de façon importante les enjeux climatiques sur leurs activités économiques et également, ces entreprises-là, elles aussi, subissent de fortes pressions pour réduire leurs émissions de GES. À l'opposé, bien évidemment, l'autre côté du pôle, on a des entreprises qui, malheureusement, sont en aval de leur chaîne de valeur. Ça concerne particulièrement, pas en termes de nombre, mais il y a une pointe là, dans le secteur des finances et assurances, donc les services là, financiers. Des entreprises de plus petite taille, qui n'ont pas de CA, qu'elles ont un faible niveau d'engagement des membres de leur équipe de direction face au changement climatique. Ces entreprises-là considèrent étant faible l'importance des enjeux climatiques sur leur secteur d'activité et dans la foulée de tout ça, elles admettent d'avoir peu de pression pour réduire leurs émissions de GES. Donc, voici le portrait robot là, des entreprises là, qui se situent dans ces segments-là. Donc, voici une donnée fort intéressante. C'est pas une question de volonté. 84 des entreprises estiment qu'il est urgent de réduire leurs émissions de GES. 85 ils se disent en accord avec le fait que les entreprises ont un rôle central à jouer dans la réduction des GES. Puis ensuite on observe que 86 d'entre elles se disent motivées à faire les choses autrement, OK, pour cette transition-là. Donc, les entreprises, on voit que ils se sentent interpellés, mais on regarde la statistique tout de suite à droite de notre tableau, mais ils sont ils tardent à agir finalement. On a un peu moins de la moitié des entreprises ne mettent en œuvre une action climatique au sein de leurs opérations. OK? Donc, c'est presque la moitié des entreprises là, qui sont complètement inactifs dans ce domaine. Et 24 d'entre elles nous disent qu'elles sont témoins d'exemples concrets de la transition vers une économie
Je pense que Sylvain a coupé. Donc, je vais poursuivre à partir d'ici. 24 sont témoins d'exemples concrets que la transition est en cours dans leur secteur d'activité. Donc, je vais vous demander peut-être à Rachel de confirmer au niveau technique, est-ce que de mon côté, le son est bon? Oui, c'est bon de ton côté. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre à partir du portrait que Sylvain vient de nous brosser sur la méthodologie puis sur la vue d'ensemble. Puis, on va essayer de regarder un petit peu plus précisément sur les divers éléments de l'action climatique. Qu'est-ce qui se passe au sein des entreprises elles-mêmes? Donc, le premier aspect qu'on a couvert dans le baromètre, ce sont les aspects opérationnels. Donc, au niveau des opérations comme telles, ce qui est sous le contrôle de l'entreprise, comme le disait Sylvain tout à l'heure, 48 des entreprises ne font aucune action. Il y en a 52 par contre qui font une action. Rebonjour Sylvain, je pense que tu es bien revenu parmi nous, tu pourras répondre à toute question tout à l'heure. Donc, je poursuis à partir d'ici. Donc, parmi les entreprises qui mettent en œuvre des actions, il y a quelques actions spécifiques qui retiennent l'attention. 52 travaillent sur la réduction des matières résiduelles, le compostage, 34 sur l'amélioration, l'adaptation de leur offre de produits. Cette donnée-là concorde tout à fait avec les données de la grande enquête de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, ce n'est pas surprenant. On a tous les deux des échantillonnages représentatifs. Ce qui est le fun de comprendre, c'est que le tiers des entreprises qui mettent en œuvre une action climatique travaillent sur leur offre de produits, donc permettent de réduire les gaz à effet de serre dans une chaîne de valeur. Et 33 sur l'optimisation des opérations au niveau de la réduction des ressources qui sont utilisées pour produire. Ensuite, on a regardé les investissements immatériels, également la performance des produits. Donc, 42 considèrent considèrent les émissions de gaz à effet de serre lorsqu'ils font l'acquisition d'une nouvelle pièce d'équipement. Donc, si on regarde on a regardé les opérations, maintenant, si on regarde quand ils font l'acquisition d'un nouvel équipement matériel, que ce soit une voiture, une pièce d'équipement dans une usine, au niveau des opérations, par exemple, ou des procédés, 42 des entreprises à ce moment-là, qui est un moment de vérité, là, où c'est le temps de se demander, bien, mon nouvel équipement va-t-il émettre plus ou moins de gaz à effet de serre que le précédent? Quel type d'énergie va-t-il utiliser? Donc, on en a 42 qui se posent la question. Au niveau des investissements immatériels, on a exploré divers éléments, mais celui qui a retenu notre attention, c'est que 22 des entreprises qui investissent en recherche et développement estiment qu'au moins une partie de leur investissement permet de favoriser leur adaptation face au changement climatique ou encore de trouver des solutions qui vont être compatibles avec une économie bas carbone. Et l'autre statistique qui a retenu notre attention, c'est au niveau de la performance des produits. 20 des répondants qui mettent en œuvre des actions climatiques déclarent qu'ils détiennent une certification en lien avec la performance environnementale de l'un ou l'autre de leurs produits ou services. On a profité du baromètre pour non seulement mesurer où en sont les entreprises aujourd'hui, mais également pour leur demander qu'est-ce que vous prévoyez mettre en œuvre au cours des prochaines années. Donc, si vous allez voir le rapport détaillé, il y a beaucoup d'informations qui permettent de voir ce qui se fait maintenant et ce qui s'en vient, ce qui est dans la lunette de nos entrepreneurs du Québec. Et entre autres, au niveau des opérations, ce qui est dans la lunette, 44 des entreprises disent qu'elles vont travailler au cours des 2 prochaines années sur l'optimisation de l'énergie comme une nouvelle activité. Donc, il y en a déjà qui travaillent là-dessus, mais quand on regarde ce qui est nouveau, ce qui s'en vient, 44 vont travailler sur l'optimisation de l'énergie. Et sur l'optimisation de l'énergie et également le transport, donc des gros postes d'émissions de gaz à effet de serre, nous avons posé des questions plus détaillées. Donc, dans le rapport, vous allez pouvoir aussi trouver parmi la gestion de l'énergie, qu'est-ce que les gens prévoient faire? Donc, à 44 les entreprises du Québec prévoient travailler sur la réduction de leur empreinte numérique, mesurer et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et également migrer vers des sources d'énergie plus durables. Le baromètre sur le sujet de l'énergie permet également de demander aux entreprises quelles sont leurs sources d'énergie, qu'est-ce qu'elles utilisent dans leurs procédés, dans leurs bâtiments, leurs transports. Donc, on est capable de faire plusieurs informations croisées là, qui sont intéressantes. Donc, on a couvert les opérations, ce qui est sous le contrôle de l'entreprise. Maintenant, on va se tourner vers la chaîne de valeur. Donc,
Ce qu'on a appris avec la méthodologie ACT, à nouveau, c'est qu'on a beaucoup tendance avec les façons de faire traditionnelles de cantonner, si on veut, les efforts de réduction sur les émissions directes, qui est sous le contrôle immédiat de l'entreprise. Par contre, pour vraiment réussir sa transition, c'est hyper important pour les entreprises de regarder ce qui se passe dans leur chaîne de valeur, puis de faire appel à leurs fournisseurs pour les aider à réduire les émissions sur l'ensemble du cycle de vie. On sait que d'une façon générale, on peut se retrouver avec 80 et plus des émissions qui sont dans le scope 3, donc qui sont des émissions indirectes. Et on a besoin que toute la communauté d'affaires se mobilise là-dessus si on veut vraiment faire transitionner l'ensemble de l'économie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la chaîne de valeur? On a tout d'abord demandé aux gens, au cours de la dernière année, est-ce que le sujet des changements climatiques est abordé avec les organisations de votre chaîne de valeur, vos fournisseurs, vos clients? Et à 24 les gens nous ont dit, c'est un sujet, effectivement, qui est abordé. Puis pour ceux qui l'abordent, 2 l'abordent systématiquement, puis 22 régulièrement. Ensuite, on a demandé, est-ce que vous mettez en œuvre des actions climatiques avec vos fournisseurs ou avec vos clients? Donc, 8 des entreprises à l'heure actuelle mettent en place des mesures en collaboration avec leurs fournisseurs. Et une donnée qui nous a surprise, 28 collaborent avec leurs clients pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, peu travaillent avec le fournisseur, mais beaucoup travaillent avec leurs clients. Donc, si vous êtes une entreprise qui travaille avec vos clients, bien, vous pouvez vous attendre que vos fournisseurs vont faire la même chose avec vous. Donc, on se serait attendu peut-être à un équilibre un peu sur ces deux données-là. Donc, il y avait une surprise ici. Au niveau de l'action climatique en lien avec la chaîne de valeur, 55 des entreprises ne font aucune action en collaboration avec fournisseurs ou clients là, dans la chaîne de valeur. Mais parmi les 45 qui mettent en œuvre au moins une action, les deux statistiques qu'on a retenues, c'est intéressant de savoir que près de 60 travaillent sur l'économie circulaire ou encore le recyclage et 50 sur leur approvisionnement responsable. Donc, on a plusieurs organisations ici au Québec. On peut passer tout de suite au réseau de synergie avec tous les acteurs synergie au sein de PME Montréal et partout en province. Donc, on voit là, que votre travail porte ici beaucoup et sur l'approvisionnement responsable avec l'ECPAR, tout le travail qui est fait depuis de nombreuses années. Donc, on voit que le travail, la réflexion ici, on peut lire ça dans les statistiques qu'on a relevées à travers le baromètre. Ensuite de ça, dans la chaîne de valeur, c'est sûr qu'on regarde non seulement fournisseur-client, mais on regarde l'intégralité du modèle d'affaires de l'entreprise. Est-ce que le modèle d'affaires comme tel est aligné avec une économie bas carbone ou non? Et pour l'instant, au niveau du modèle d'affaires, dans les actions, il y avait 63 des entreprises qui nous disaient, ben oui, dans mon modèle d'affaires, je travaille sur l'entretien, la réparation, le reconditionnement, la remise à neuf de biens et d'équipements, qui fait partie vraiment d'une économie de fonctionnalité. Donc, on peut dire que c'est aligné. Les entrepreneurs se reconnaissent là-dedans. Ils reconnaissent un alignement avec une économie bas carbone. Également, 62 des entrepreneurs, des entreprises qui nous ont dit que dans leur modèle d'affaires, il y a une composante là, de dons, de revente de biens, d'utilisation d'équipements usagés ou de s'assurer que leurs équipements en fin de vie vont être réutilisés. Donc, ça, c'est des indicateurs qui sont intéressants là, pour comprendre qu'on commence à se placer là, sur une trajectoire de transition qui peut être un peu plus plausible. Finalement, donc après avoir regardé les opérations, la chaîne de valeur, on sait très bien qu'au cœur des entreprises, ce sont des humains. Et la culture organisationnelle peut être plus ou moins propice à la transition bas carbone, plus ou moins propice à faire de la mesure de GES, etc. Donc, on a vraiment regardé le côté de la culture organisationnelle. Puis là-dessus, on s'est fait appuyer par l'équipe de Futur Simple qui, entre autres, collabore activement au baromètre de l'Action climatique du Québec, hein, qui mesure l'action climatique chez les citoyens en général, pour essayer de voir bien, comment tout ça se traduit dans les entreprises comme telles. Donc, au niveau de la culture organisationnelle, on a essayé de voir comment le climat, les enjeux climatiques sont intégrés dans la stratégie d'affaires ou encore la gouvernance des entreprises. Et encore là, on est à 50-50, à peu près 49 font au moins une action pour intégrer le climat dans leur stratégie ou la gouvernance.
ou la gouvernance. Donc, actuellement, c'est principalement 47% des politiques d'entreprise. Donc, une politique environnement, une politique de zéro déchet, zéro émission de gaz à effet de serre. Bon, c'est vraiment au niveau des politiques. Et 40% dans les communications corporatives. Donc, on va voir les entreprises qui s'expriment publiquement sur leurs engagements verts, soit en lien avec un produit ou en lien avec leur raison d'être ou leur image de marque d'entreprise en général. Comme je vous disais, on a beaucoup d'informations prospectives également. Donc, on est allé intégrer le volet prospectif grâce à notre collaboration avec Cible Expert. Donc, d'ici 2 ans, ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises vont travailler sur la stratégie corporative, mais sur les plans d'action. Puis là, ce qu'on voyait, c'est des plans de transition, par exemple, pour s'adapter au changement climatique. Donc, on voit ça poindre, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour les entreprises du Québec. Et également, celles qui ne le font pas déjà vont continuer, vont intégrer le climat dans leur gouvernance et celles qui le font déjà vont continuer cette intégration-là. Donc, on va continuer à voir la gouvernance et les politiques d'entreprise comme étant un élément important de l'évolution de la culture organisationnelle face aux risques et aux occasions d'affaires en lien avec le climat. L'engagement de l'équipe de direction, 44% des entreprises nous ont dit que leur équipe de direction avait un engagement fort ou moyen face au changement climatique. Mais d'un autre côté, à seulement 17%, ce se retrouve à l'agenda des rencontres de l'équipe de direction à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de ces indicateurs-là qui vont être intéressants à voir évoluer au fil des prochaines années. Ça, c'en est un, entre autres. Ensuite, au niveau de la culture et de l'élément prospectif, on a demandé dans quelle mesure avez-vous confiance que votre entreprise réduira ses émissions de gaz à effet de serre de façon significative au cours des périodes suivantes. Donc, on a des gens qui ont confiance, on a des gens qui n'ont pas confiance, on a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, voici ce que ça donne au niveau des statistiques. 21% des entreprises ont confiance cette année qu'elles pourront réduire de façon significative leurs émissions de gaz à effet de serre, mais d'un autre côté, 50% des entreprises ne croient pas que ça va être le cas, ils n'ont pas confiance. Et on voit que le niveau de confiance au fil du temps augmente pour la réduction. Hein. C'est plus facile de se projeter et de dire oui, c'est sûr que d'ici 2030 ou 2050, je vais les réduire, mes gaz à effet de serre. Mais c'est quand même surprenant de voir que même à long terme, on se retrouve avec une proportion à peine, je ne veux pas dire à peine, mais une proportion de 56% d'entreprises québécoises qui ont confiance qu'elles pourront réduire significativement leurs gaz à effet de serre sur le très long terme. On a encore beaucoup d'entreprises qui ne savent pas et d'entreprises qui n'ont pas confiance à l'heure actuelle. Finalement, on a également mesuré la perception des risques, des bénéfices et des occasions d'affaires. Donc, la question au niveau des risques, on vous a mis le libellé exact. Selon vous, les changements climatiques et l'accélération vers une économie sobre en carbone présentent-ils des risques pour votre entreprise? Donc, voici les risques. On a les toutes petites entreprises, les PME au centre et les grandes entreprises. Donc, on a environ 20% des entreprises de plus grande taille qui croient qu'il y a énormément ou assez de risques. On est quand même à une proportion élevée d'entreprises qui ne voient peu ou aucun risque par rapport au climat ou à l'accélération de la transition. On a aussi demandé aux entreprises si elles croient que ça présente des bénéfices ou des occasions à saisir pour leur entreprise. Et ici, on peut voir tout de suite que les entreprises perçoivent énormément ou assez de risques dans une plus grande proportion, particulièrement pour ce qui est des grandes entreprises. Donc, les entreprises croient qu'il y a beaucoup plus d'occasions à saisir que de risques, mais il y a encore énormément d'entreprises qui ne voient ni de risques ni d'occasions d'affaires à saisir. Donc, ils ne voient aucun ou très peu à la fois de risques et d'occasions à saisir. C'est important de noter que plus l'entreprise est petite, moins elle voit de risques et moins elle voit d'occasions à saisir. Donc, en complément à cet élément-là de risque, ce que je tiens à souligner, c'est qu'on a découvert on a demandé aux gens, est-ce que vous croyez que les grandes entreprises peuvent aider les PME? À 71%, ils nous ont dit oui. Mais ce qu'on a découvert de plus, c'est que les équipes de direction et les conseils d'administration qui sont plus informés des risques, et surtout des occasions d'affaires, se retrouvent dans les entreprises qui agissent le plus. Donc, cette notion-là des risques, elle est très intéressante et très pertinente pour la suite de la mobilisation des entreprises. Donc, on voit ici
que peu d'entreprises voient les risques. Par contre, on voit dans les statistiques que celles qui voient les risques, les équipes de direction, les conseils d'administration informés des risques et des occasions d'affaires, sont celles qui bougent. Et on sait aussi que les grandes entreprises peuvent aider les petites. Donc, les grandes entreprises ici qui voient des risques et qui voient des occasions d'affaires, si elles pouvaient le communiquer aux PME et aux plus petites entreprises, ça pourrait aider tout le monde à bouger. Donc, cette compréhension-là des risques et des occasions d'affaires de la transition est pour nous un élément super important pour la mobilisation des entreprises pour les années à venir. Donc, quels sont ces risques que les entreprises voient? Les risques varient selon la taille de l'entreprise. Ici, nous avons regroupé les principaux. Donc, les principaux risques, une évolution rapide des lois et des normes, évolution rapide des exigences des clients et des employés. Donc, avec la rareté de main-d'œuvre, on regarde ce que les employés souhaitent avoir comme engagement de la part de l'entreprise et ça devient un risque quand on ne peut pas y répondre. La rareté et le coût des ressources et l'augmentation et les coûts d'assurance. Également, la difficulté d'accéder à l'assurance. On voit ici en bleu pâle les PME, la difficulté d'accéder aux assurances, la difficulté d'accéder à des ressources, le fait que les employés bougent rapidement, c'est quelque chose qui préoccupe les PME. Au niveau de l'assurance et des ressources, préoccupe beaucoup moins les grandes entreprises. Elles ont confiance que peu importe ce qui va arriver, elles vont pouvoir avoir accès aux ressources. Mais les exigences des clients et des employés, c'est quelque chose qui les préoccupe et un grand risque pour les grandes entreprises. Au niveau des bénéfices, quels sont les principaux bénéfices? Encore là, ça varie. La variation est un peu moins grande, mais principalement là, de correspondre aux nouveaux besoins, aux nouvelles attentes du marché. Lorsqu'on pose des gestes climatiques et on se place sur une trajectoire de transition, ça nous permet de rencontrer les exigences des donneurs d'ordre, ça nous permet d'aller chercher de nouvelles clientèles. Et ça, c'est quelque chose qui se traduit aussi, comme on a vu tout à l'heure, dans l'évolution des produits qui sont offerts. Donc, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à ce niveau-là. Stimuler le sentiment de fierté et d'appartenance des employés. On utilise l'action climatique comme un levier d'engagement des employés. On le voit dans toutes les tailles d'entreprise. On le voit aussi pour renforcer notre image de marque, le volet réputationnel, puis pour accroître notre productivité, notre efficacité opérationnelle dans une moindre mesure, mais c'est quand même présent parmi les principaux bénéfices et occasions d'affaires. Donc ici, les occasions de réduire les coûts d'opération également. Finalement, pour conclure tous les aspects d'opération, de chaîne de valeur, de culture organisationnelle, on a demandé aux entreprises, est-ce que vous croyez que votre raison d'être, la raison d'être, elle en soi, elle-même de votre entreprise, permet de répondre aux besoins de la société tout en réduisant les gaz à effet de serre et en préservant les ressources pour les générations futures? Donc là, on est vraiment dans une notion nette positive. On ne veut pas rester dans une vision tunnel de simple réduction de gaz à effet de serre, mais ce qui nous intéresse à travers le baromètre, c'est de comprendre l'ensemble de la transition de l'entreprise. Donc, c'est très important de voir aussi l'impact sur l'ensemble des ressources. On parle beaucoup de biodiversité cette semaine avec la COP 15. Donc, on est allé un peu dans cet univers-là pour voir ce qu'il en était. Et ça fait longtemps qu'on se demande, il y a combien d'entreprises au Québec qui sont alignés sur une trajectoire de transition plausible. Puis on a pensé qu'une des bonnes façons de commencer à avoir une réponse, c'est de demander aux entreprises elles-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, les entreprises? À 41 tout à fait, 15 tout à fait, 27 assez alignés. Les entreprises à 41 nous disent tout à fait. La raison d'être en soi de mon entreprise, elle est alignée avec un avenir bas carbone. Mais on a quand même 60 des entreprises qui nous disent ma raison d'être, elle est peu alignée. Et 12 pas du tout. Puis 24 disent je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment en mesure de répondre à cette question-là. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Parmi les entreprises qui sont tout à fait alignées ici, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le secteur du service à la clientèle santé, par exemple, la santé des gens. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Les entreprises en sont bien conscientes. On a également levé le voile sur les éléments qui déclenchent le passage à l'action. Donc, pour celles qui agissent, quels sont les principaux éléments déclencheurs? À 40 c'est la crise climatique, à 25 les préoccupations et les idées des gestionnaires et des employés. Donc, c'est très intéressant de voir pour les gens qui veulent agir, qui se sentent éco-anxieux peut-être à la maison, qu'une fois rendus en milieu de travail, c'est très possible que votre volonté, vos idées, vos préoccupations soient un déclencheur du passage à l'action de votre entreprise.
On a également l'accès à de nouvelles connaissances. On l'a vu avec Sylvain tout à l'heure, les entreprises les plus avancées comptent sur de l'expertise et les entrepreneurs nous disent, au fur et à mesure que j'ai accès à des connaissances, que j'apprends puis que je découvre, ça m'aide à passer à l'action. Également, la pression citoyenne est un élément déclencheur. Les principales sources de pression qui poussent les PME sont de l'interne, particulièrement les employés. Ici, on a le tableau comparatif, les principales sources de pression pour les PME et les grandes entreprises. Donc, on voit que pour ce qui est des grandes entreprises, ce qui les fait vraiment bouger, ce sont les normes, les lois et les règlements. Également les clients, mais vous avez ici l'élément comparatif. Là. Ça, ce sont les principales sources de pression, toutes entreprises confondues, les employés, les gouvernements, les clients, les normes et les lois, la pression qui vient de l'équipe de direction et les compétiteurs. C'est vraiment ce qui est en train de pousser en ce moment là, dans l'écosystème d'affaires, là, de mettre la pression sur les entreprises pour qu'elles agissent sur le climat. Donc, est-ce que les entreprises se sentent prêtes à opérer dans un avenir bas carbone? Bien, tout à fait prête, 22 en voie de s'y préparer, pas encore prête, la moitié. Est-ce que sont témoins d'exemples concrets? Bien, Sylvain l'a dit tout à l'heure. Elles ne sont pas prêtes et elles ne voient pas non plus d'exemples. Et on a des données derrière dans le rapport détaillé qui nous disent que les entreprises ont de la difficulté même à nommer une entreprise qui les inspire pour un modèle d'affaires bas carbone, par exemple, ou pour leur réduction de gaz à effet de serre. Donc, il y a quand même du travail à faire ici pour aider les entreprises à avoir des exemples de collègues ou d'autres entreprises qui agissent pour le climat. Donc, bien qu'elles nous disent qu'elles sont prêtes, nous, on voulait comprendre quel est le niveau de connaissance de différents termes en lien avec l'action climatique. Donc, on a demandé, est-ce que vous connaissez suffisamment les termes suivants pour les expliquer en vos propres mots? À 70 les gens sont capables d'expliquer en leurs propres mots les changements climatiques. À 39 la carboneutralité. L'éco-blanchiment seulement à 18 Donc, je vais prendre juste une petite pause ici pour souligner que les entreprises nous disent qu'elles ont un modèle aligné, qu'elles ont des produits certifiés. À 40 elles utilisent leur communication corporative pour parler de comment elles sont vertes. Mais cependant, seulement 18 sont capables d'expliquer en leurs propres mots l'éco-blanchiment. Donc, il y a certains risques reliés à ça qu'on peut voir pour la transition. C'est possible à l'heure actuelle qu'on ait des entreprises qui font de l'éco-blanchiment, c'est-à-dire qu'elles se présentent d'une façon très verte alors que leurs actions ne concordent pas. Et ça, c'est en train de créer des risques réputationnels pour nos entreprises, mais aussi ça peut être nuisible pour les consommateurs qui souhaitent faire des choix verts, qui sont fondés sur de vraies actions climatiques derrière. Donc, ça lève des petits drapeaux rouges. Je pense qu'ici, on a vraiment découvert des informations intéressantes. On voit aussi que les entrepreneurs peuvent difficilement expliquer en leurs propres mots, en tout cas à 14 peuvent expliquer en leurs propres mots qu'est-ce que sont les émissions de gaz à effet de serre et l'approche net positive à 8 On a 23 des répondants qui n'étaient pas capables d'expliquer en leurs propres mots là, aucun de ces choix. Donc, on peut voir là, maintenant, en 2022, on est quand même à l'aube de cette grande transition vers 2030. La littératie climatique apparaît aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Donc, il faut vraiment poursuivre en ce sens. Donc, c'est l'essentiel des données qu'on voulait partager avec vous. Il y a tellement de données dans l'ensemble du rapport. Donc, on en a choisi qui nous parlaient peut-être un peu plus. On vous invite aussi à voir le rapport sur notre site Web. Donc, on a sur le site Web la cartographie, le rapport détaillé de Léger. Puis, ce qu'on veut faire maintenant, simplement pour souligner dans les prochaines étapes, puis on va prendre vos questions et réponses, c'est nous, on va poursuivre l'analytique de données. Donc, on est vraiment à la recherche de partenaires et collaborateurs. S'il y en a qui souhaitent au niveau financier appuyer les prochaines étapes, on a tout ce qu'il faut ici pour créer des typologies d'entreprises, pour créer un indice de mesure de la transition pour le Québec. On a vraiment beaucoup de questions encore sans réponse auxquelles l'équipe de Léger serait tout à fait apte à nous aider si on veut aller de l'avant. Donc, sur ce, on va prendre vos questions et réponses par rapport au baromètre, à la cartographie ou à toute autre information qu'on a présentée aujourd'hui. Je vois qu'on a déjà une question, je crois, ici. Non, OK, on a quelqu'un qui nous dit qu'il devait quitter, donc il n'y a pas de problème.
Je vais prendre quelques minutes à la fin aussi pour conclure, mais on va vous permettre d'acheminer vos questions dans le Q&A. Je vois qu'on a encore plusieurs personnes en ligne. Oui, une question ici de Sylvain Foulon. Avez-vous imaginé des types d'ateliers de formation pour accompagner les entreprises et leurs employés? Bien, tout à fait. Avec Québec Net Positif, on a une initiative qui s'appelle PME sobre en carbone où on accompagne les entreprises pour mieux comprendre pourquoi il faut réduire CGES, comment on peut réduire CGES. De notre côté, on aime travailler avec des regroupements d'entreprises. Pour ce qui est d'accompagner les entreprises sur une base individuelle, on laisse ça aux nombreux consultants. Il y en a partout au Québec. Il y a un beau répertoire sur le fonds EcoLeader. Je vous invite à aller voir le répertoire des experts. Vous pouvez sélectionner votre expert par région géographique. Il y en a plus de 500 qui y sont répertoriés. Avez-vous regardé dans les 5 en avance, certaines étaient sur le marché carbone réglementaire ou volontaire? Bien, on a une question où on demande aux entreprises si elles font l'achat ou la vente de crédit carbone. On n'a pas nécessairement fait la corrélation entre... en fait, on a fait, je pourrais laisser Sylvain répondre, on a fait la corrélation avec toutes les questions. Donc, si ça avait été significativement un élément qui se serait démarqué, il aurait apparu parmi les caractéristiques. Je ne me trompe pas? Je ne trompe pas, c'est ça, on l'aurait vu et puis ça aurait été signalé au niveau de l'analyse. Alors, je ne Donc, pense pas que ce soit un facteur. non, c'est ça. Puis en fait, dans le rapport public, c'est un des éléments de points de données qu'on n'a pas retenu parce que ce n'était pas quelque chose qui était très fréquent au courant ici au Québec. On le voit principalement chez les très grands émetteurs à l'heure actuelle. Ce n'est pas vraiment encore mainstreamé là, à l'ensemble des entreprises, ces pratiques-là. Alexandra, relativement à la diapo 43, avez-vous creusé pour savoir ce dont les entreprises ont besoin pour accroître leur confiance par rapport au changement climatique? Je vais retourner à la 43. Je ne sais pas, Sylvain, si toi, de ton côté. Je ne penserais pas qu'on a sondé davantage que le niveau de confiance et puis qu'est-ce qui les amènerait à être plus confiants. Je ne penserais pas qu'on ait qu'on ait des variables explicatives qui expliquent leur position au niveau de la confiance. Tu as raison, Sylvain, parce que de notre côté, on voulait vraiment avoir le plus possible d'informations sur ce qui déclenche le passage à l'action et sur les actions concrètes. Donc, on a exploré le niveau de confiance parce qu'on pense que c'est important, mais on n'est pas allé très loin dans ça. C'est certainement en lien avec la culture aussi organisationnelle, donc c'est quelque chose qu'on pourrait creuser. C'est une bonne question. Merci, Alexandra. D'ailleurs, toutes vos questions, on va les avoir en note, donc on va pouvoir continuer là, à y réfléchir par la suite. Emmanuel, merci pour cette présentation. Pourriez-vous nous expliquer en quoi la divulgation par les entreprises de leurs actions est importante dans la transition? Bien, excellente question. En fait, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui vont être le plus alignées ou les plus avancées vont faire une mesure. À partir du moment où on fait de la divulgation, on doit mesurer les GES. À partir du moment où on mesure ces GES, on connaît les sources les plus significatives et ça permet d'investir là où est-ce qu'on va avoir le plus d'impact, à la fois pour son entreprise, au niveau de la rentabilité, puis aussi pour la réduction des GES. Donc, toute la pression là, qui est en train de se faire pour la divulgation, non seulement ça va permettre aux investisseurs d'investir dans les entreprises les plus alignées, mais ça va aussi aider les entreprises elles-mêmes à comprendre leur incidence sur le climat, puis à comprendre comment le climat a une incidence sur leur modèle d'affaires au niveau de la rentabilité, au niveau des occasions d'affaires. Donc, tout le mouvement vers la divulgation là, est vraiment au cœur là, de notre capacité à réussir. C'est au cœur de la dynamique de la transition qui s'installe à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, Emmanuel, mais tu pourrais envoyer une question. Chantal Tiblin, quelles seraient vos recommandations pour l'écosystème financier pour soutenir les PME, TPE dans leur démarche de transition? Et deuxième, dans la cartographie, le secteur de la finance durable est mis en avant. Est-ce que les résultats de l'étude montrent des pistes pour ce secteur en particulier? Mais c'est très intéressant. Tout le secteur de la finance, il y a encore beaucoup de travail à compléter, je crois, au niveau de celui-là. On a 48 entreprises dans notre échantillon de 501 qui proviennent
du secteur de la finance assurance. C'est représentatif de leur poids dans l'économie québécoise. Quand on regarde, on voit que c'est des entreprises qui ont un peu moins d'expertise interne, externe, d'une façon générale. Mais par contre, nous, on sait avec le travail sur le terrain qu'il y a certains joueurs de la finance et de l'assurance qui ont énormément d'expertise et qui s'est très concentré dans certains joueurs. Donc, on a vraiment besoin là, de creuser davantage les données. Si vous ou d'autres acteurs de la finance ont envie de creuser ce sujet-là, nous, on est très ouverts à avoir des échanges puis essayer de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, particulièrement les relations entre le secteur de la finance, PME, TPE. C'est aussi une question importante. On a des données dans les 109 points de données qui pourraient nous permettre de mieux comprendre la dynamique à cet endroit-là, mais on n'a pas creusé encore sur ce sujet-là particulier. Quelles seraient, selon vous, les actions prioritaires à réaliser à court terme? Bon, mais c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que les actions, elles diffèrent d'une entreprise à l'autre. Donc, les actions vont différer selon le secteur d'activité, selon le niveau de maturité de l'organisation. On a également, dans les questions qu'on a demandées, est-ce que l'entreprise, elle existe depuis longtemps, depuis moins longtemps? Est-ce qu'elle a un CA, pas de CA? Donc, les critères pour choisir c'est quoi les actions les plus prioritaires vont varier d'une entreprise à l'autre. Puis en fait, ce qu'on réalise, c'est que chaque entreprise va avoir sa propre trajectoire de transition. Il y a peut-être 3000 actions climatiques différentes qui peuvent être mises en œuvre. Il n'y a pas nécessairement une ou deux actions climatiques à prioriser pour toutes les entreprises. On sait que d'une façon générale, pour réduire les gaz à effet de serre, c'est essentiel de travailler sur les sources d'énergie, donc tout ce qui est l'efficacité énergétique. Même quand on travaille avec l'hydroélectricité, qui est peu émetteur, quand on fait de l'efficacité énergétique, c'est génial parce qu'on libère des blocs d'énergie renouvelable qui peuvent être utilisés ailleurs dans l'économie. Donc, ce secteur-là est important. Repenser le transport, donc du transport partagé, réduire le nombre de véhicules sur les routes, etc. Le secteur du transport très émetteur. Mais comme on peut le voir ici, il y a énormément d'actions, autant dans les opérations que dans les chaînes de valeur, au niveau de la culture organisationnelle. Je pense que c'est essentiel pour chaque entreprise de se poser des questions sur les 9 aspects essentiels de la transition, puis de voir dans leur cas, là où elles peuvent mettre les efforts pour vraiment aider le plus possible leur business et les émissions de gaz à effet de serre en même temps. Donc, ce n'est pas une réponse simple et ça doit être vraiment adapté à chacune des entreprises. Un travail, Chantal, qui est chez Evol, je sais que vous faites avec les entreprises, donc votre raison d'être est d'autant plus justifiée en fonction des résultats qu'on a découverts avec le baromètre. Emmanuel, je vais prendre encore quelques questions. Oui, est-ce que vous croyez que la transition se limite à celle des entreprises ou encore chacun devrait faire sa propre transition personnelle? Excellente question. Effectivement, au cœur des entreprises, ce sont des gens. Donc, on a besoin que les gens fassent des choix différents collectivement. C'est pourquoi l'éco-blanchiment est une préoccupation, par exemple. Donc, on a besoin que l'industrie du marketing, que les gens qui font la communication se mobilisent. D'ailleurs, il y a tout un mouvement avec l'équipe de Masse Critique qui travaille là-dessus pour s'assurer que les consommateurs sont bien informés. Donc, à partir du moment où vous faites des choix personnels, ça va venir influencer l'offre des entreprises puis orienter les entreprises. Mais vos choix personnels à la maison peuvent devenir important au sein de votre milieu de travail si vous emmenez ça là-bas. Donc, pour réussir la transition de l'ensemble de l'économie, certainement, on a besoin que les entreprises mettent en œuvre des actions climatiques, mais on a besoin que ça se fasse dans une chaîne de valeur qui, elle aussi, est en train de bouger et ça inclut notre rôle à nous comme citoyens. Donc, tout ça est tout à fait interrelié. Excellente question. Avez-vous des ressources ou des guides qui guideraient les PME vers des sources de financement pour effectuer le calcul des GES? Bien, tout à fait. Moi, ce que je vous recommande, c'est prenez contact avec l'agent EcoLeader dans votre région. Si vous allez sur le site EcoLeader, vous pouvez choisir agent EcoLeader. Les agents EcoLeader ont un répertoire très, 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 très large de tous les programmes de financement possibles et imaginables qui pourraient être applicables à votre entreprise. Puis eux autres, dans leur région où ils opèrent, des fois, ça peut même venir du financement de votre ville, si votre ville est engagée envers l'action climatique. Ça peut être par secteur d'activité gouvernementale. Donc, votre agent éco-leader régional, c'est la première personne vers qui vous tournez pour aller faire un survol là, des occasions de financement possibles et de comment vous pouvez aider le mieux. Avez-vous vu une corrélation entre l'engagement des entreprises à faire des changements et leur connaissance limitée relativement à la littératie climatique?
Bien, je pourrais peut-être laisser Sylvain compléter, mais je dirais qu'on a vu très clairement un lien évident entre le fait de compter sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe et la capacité d'être avancé. Et ça, pour moi, c'est corrélé à un manque de littératie climatique dans le sens où si les gens sentent qu'ils manquent de littératie, mais ils ont des experts qui, eux, ont la littératie, c'est une façon possible là, possiblement de Je suis combler. Donc, d'accord. Je suis d'accord avec l'observation, tout à fait. Tout à fait. parfait. Parfait. Donc, c'est bien de voir que les gens vont aller combler avec une expertise, mais le faible, le taux bas de littératie nous préoccupe parce que quand on voit que ça prend de l'expertise pour avancer, bien, on se dit que ça prendrait un minimum de littératie dans l'ensemble de la communauté d'affaires pour s'assurer là, que la transition va s'opérer un peu plus rapidement. Surtout que nous, notre raison d'être, c'est accélérer la transition. Donc, c'est ces éléments-là qui nous intéressent vraiment beaucoup qu'on a découvert grâce au baromètre. Il reste environ 4 minutes. Je vois qu'on a plusieurs autres questions. J'en ai répondu une en texte, je ne sais pas si on l'a reçu. Est-ce que le rapport contient un résumé? Oui, malgré les 200 pages, il y a un chapitre consacré aux faits saillants qui résume l'ensemble des résultats là, en tant que tel. Donc, ça va moins être pénible pour vous d'en prendre connaissance. Merci Sylvain. La présentation d'aujourd'hui est également enregistrée, donc nous allons pouvoir mettre l'enregistrement aussi sur notre site. Et puis les autres questions, mais je ne vais pas y répondre suivant. Bon, il semble, peut-être une dernière, là, il semble clair que les TPE ne pensent pas que leur impact soit significatif. Avez-vous des outils pour les aider à calculer leur impact, facile à utiliser, abordable, visualisé? Bien, effectivement, là, il existe un répertoire à l'international qui regroupe toutes sortes d'outils plus utiles pour les entreprises plus grandes et plus petites. Donc, c'est du travail. Je sais que l'organisation Evol, entre autres, mais il y en a d'autres, adhèrent, avec qui on collabore, qui ont créé un site web qui s'appelle Espace DD, sur lequel il y a une page dédiée à la transition climatique. On met des outils à cet endroit-là. Donc, nous, on est constamment à l'affût d'outils, puis on les diffuse via les partenaires et également sur notre site de PME Sauvant Carbone. C'est un de nos objectifs de mettre davantage de ressources. Donc, les ressources sont en train d'émerger pour vraiment aider les gens à être plus autonomes, pouvoir faire des mesures de scope 1, 2, là, les mesures d'émissions directes plus facilement. Donc, on est à l'affût pour vous. Soyez à l'affût de nos réseaux, puis on va communiquer, mais on a besoin. Il y a très peu d'outils encore, mais de plus en plus, on voit que ça s'en vient, puis ça va être disponible dans les prochaines années. Donc, sur ce, je vais aller peut-être à mes quelques diapos de conclusion. S'il y en a qui ont d'autres questions qui souhaitent rester un petit peu passé midi, il n'y aurait pas de problème. Je vais simplement rappeler que de notre côté, on a vraiment une vision très audacieuse pour le Québec. On croit que d'ici 2050, le Québec pourrait être la première juridiction nette positive en Amérique, c'est-à-dire que le Québec a le potentiel de rendre plus de services à la planète que ce que sa population et ses entreprises utilisent pour vivre et opérer. Donc, pour nous, ce n'est pas essentiellement seulement une réduction de gaz à effet de serre avec une vision tunnel, mais c'est beaucoup plus large. Ça s'inscrit vraiment dans un esprit où le Québec pourrait travailler pour la santé des gens et la santé de la nature, incluant la biodiversité. Dans quelques minutes, en fait, à midi, dans 1 minute, je serai en entrevue sur CIBL à l'émission Intention Inc. Si ça vous tente d'entendre parler encore un peu plus de Québec Net Positif ou du baromètre. Également, cette émission va être en rediffusion, en podcast sur Spotify ainsi que d'autres plateformes dès que l'émission va se terminer à 1 heure. Donc, dans le chat, on va mettre un lien pour l'appréciation de l'événement. Peut-être que Rachel l'a déjà mis un peu plus tôt. On va aussi l'envoyer avec les remerciements à l'atelier. En terminant, je tiens à nouveau à remercier nos partenaires et collaborateurs, donc nos partenaires Hydro-Québec, Investissement Québec, ainsi que nos collaborateurs Desjardins, BDC, les experts de Futur 5, Cible Experts, ainsi que toute l'équipe de Léger qui nous ont vraiment accompagnés de main de maître à travers ce travail de débroussaillage d'un tout premier baromètre de la transition. Mais également, je vais prendre 1 minute pour remercier tous les répondants. Les gens y ont consacré en moyenne 19 minutes à répondre au sondage, donc c'est quand même beaucoup. Un grand merci à Sylvain qui était ici pour la présentation à mes côtés ce matin, à Rachel pour le soutien technique, ainsi qu'à vous tous qui avez participé à cette présentation aujourd'hui. Donc, il est midi, ceci conclut notre webinaire. Merci à tous et nous allons rester en ligne si jamais les gens ont des questions supplémentaires.